Contrairement à beaucoup de pays européens, en particulier l'Allemagne, en France, l'apprentissage est encore considéré comme un second choix, même si les gouvernements successifs disent vouloir le revaloriser pour faciliter l'entrée des jeunes dans le monde du travail. L'an dernier, 273 700 nouveaux contrats ont été signés par les entreprises privées essentiellement. C'était un chiffre en baisse de 3% par rapport à l'année précédente. Des apprentis qui sont de plus en plus diplômés puisque près de la moitié ont au moins le bac et deviennent apprentis lorsqu'ils font leurs études supérieures. L'apprentissage, en tout cas, n'a pas toujours une bonne image. Mais parallèlement, les entreprises n'offrent pas non plus assez de place, alors que des aides financières ont été mises en route pour les inciter. De nouvelles mesures doivent être annoncées dans le plan pour l'emploi, présenté ce lundi. Beaucoup les attendent. Il faudra ensuite voir si elles auront un effet. Témoignage recueilli par Julien Gasparuto et Arnaud Jacques au Salon de l'étudiant qui vient de s'achever à Paris. L'apprentissage a longtemps été considéré comme une voie de garage. Il est désormais présenté comme un symbole de réussite. Julia est en deuxième année de BTS Banque. Elle souhaite poursuivre son cursus par une licence professionnelle. Elle a choisi l'apprentissage. On est en contact avec les gens, on est déjà au sein de l'entreprise et ça va nous permettre de mieux acquérir certaines expériences. Les candidats à l'apprentissage ne manquent pas, mais beaucoup doivent renoncer faute de trouver un patron pour les former. C'est le cas de Jérémy, qui cherche depuis l'été dernier. Il a déjà le bac et il a eu une école et il n'a pas trouvé de patron. Donc c'est une année blanche. Ça fait 6 mois qu'on cherche, donc on a arrêté parce que l'école ne prend plus. On a un temps limité pour trouver le patron. Quand on ne trouve pas, l'école elle ferme. François Hollande présentera son plan pour relancer l'apprentissage. Les formateurs attendent un signal fort à destination des entreprises pour les inciter à embaucher. Elles ont certaines exonérations des charges qui existent, mais ce n'est pas encore suffisant pour vraiment décoller le système d'apprentissage. C'est du temps aussi. Les maîtres d'apprentissage, c'est du volontariat, bien souvent. Et du coup, il faut qu'ils aient le temps de consacrer un morceau de leur temps de travail, effectivement, sur la formation d'un jeune. Le gouvernement souhaite former 500 000 apprentis en 2017, soit 100 000 de plus que l'an passé. Luc Carvenas, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes donc sénateur PS. Le développement de l'apprentissage, ça fait partie des mesures pour l'emploi que doit préciser le président de la République là dans quelques heures. Ça fait partie de la formation des chômeurs. De nouvelles aides aux entreprises devraient être annoncées aussi. Bref, ça ressemble finalement au traitement social du chômage classique. Qu'est-ce qu'il y a de neuf là-dedans? Pourquoi ça marcherait plus maintenant? Non, ce n'est pas le traitement social classique. D'abord, le sujet que vous avez montré est un sujet extrêmement important. Et d'ailleurs, il y a à peine quelques jours, jeudi dernier, j'accompagnais comme maire d'Alfortville une jeune Alfortvillaise qui était meilleure apprentie d'Île-de-France en pâtisserie avec son tuteur, qui est un établissement de ma commune. Et nous étions reçus par Pascal Boitard et Myriam El Khomri. Et d'ailleurs, la ministre du Travail nous disait quoi? Elle disait qu'il fallait faciliter les énergies entre l'offre et la demande et nous expliquait qu'il allait y avoir une plateforme Internet pour fluidifier tout cela. Non, je crois que c'est extrêmement important. Vous savez, nous avons mis en œuvre le CICE pour favoriser la compétitivité des entreprises et toujours essayer de diminuer le coût du travail. Sans que ça fasse baisser le chômage. Malheureusement, nous n'avons créé ces 2 dernières années que 60 000 emplois nouveaux. Mais combien de détruits à côté? Exactement, mais en même temps, nous sommes dans une pente et on le sent bien. Moi, je vous l'ai dit, je suis maire. Qu'est-ce qui se passe quand je rencontre les patrons de TPE chez moi? Ils me disent bien que le carnet de commande est en train de repartir. Ce qui veut dire que les réformes structurelles que nous faisons maintenant depuis un peu plus de 3 ans au Parlement sont en train de porter leurs fruits. Et moi, je fais partie de ceux qui sont optimistes pour ce qui va se passer dans l'année 2016. Vous faites partie de la majorité. Mais regardez, les attentes vont plus loin. Regardez ce que pense Laurent Berger, c'est le numéro 1 de la CFDT. Il dit, lui, j'attends du président qu'il soit capable de décider du modèle économique, c'est-à-dire de l'avenir de l'économie de la France. On en est loin, là. On est aux mesures au jour le jour. Écoutez, je crois que Laurent Berger n'a pas finalement bien suivi tout ce qui se passe depuis le début de ce quinquennat. Moi, je veux bien qu'on soit dans la polémique permanente. Ce que nous faisons, c'est d'essayer de faire en sorte de favoriser la production et qu'ensuite nous puissions derrière créer des emplois et redistribuer. Et encore une fois, ce modèle économique social-démocrate que nous assumons est en train, au travers des réformes que nous allons encore avoir demain avec le plan que va annoncer le président de la République, vont porter ses fruits.
Le gouvernement demande aussi aux régions de s'engager sur la formation professionnelle notamment. Alors il y en a un qui est d'accord, c'est Xavier Bertrand par exemple. Enfin, ils ne le sont pas tous. Ancien ministre du Travail. C'est déjà un bon départ ça? Est-ce qu'il peut y avoir une unité nationale sur un tel enjeu? Moi je crois qu'il y a des sujets extrêmement importants, que ce soit l'emploi, la lutte contre le terrorisme. Ce ne sont pas des sujets de droite ou de gauche, ce sont des sujets qui répondent à l'intérêt général. Donc que des présidents de région comme Xavier Bertrand répondent présent, je crois qu'il est dans son rôle. Que d'autres présidents de région comme M. Wauquiez disent « c'est pas pour moi », ça peut quand même être assez inquiétant pour les habitants de cette région. Le sujet qui divise maintenant, c'est la déchéance de nationalité pour les binationaux qui seraient condamnés pour des actes terroristes. Une idée émise par François Hollande après les attentats du 13 novembre. La droite est plutôt pour, le PS divisé, le reste de la gauche contre. Il y a un sujet où j'ai juste un mot à dire sur la déchéance de la nationalité. Non seulement je la voterai, je ne ferai pas de difficulté sur la différence d'appréciation que j'ai, mais elle y est quand même. Pourquoi la déchéance de la nationalité pour les seuls binationaux? Vous la voulez pour qui? Pour tous les Français? Mais pour tous les Français. Il y a une majorité claire aujourd'hui, c'est-à-dire bien plus que la moitié des députés socialistes. C'est déjà un changement majeur par rapport à ce que j'entends depuis plusieurs jours maintenant, mais que cela ne me suffit pas. Ma responsabilité de président du groupe, c'est de réunir tous les députés socialistes. Mais il n'y a pas de compromis possible. C'est une mesure qui est totalement inutile dans la lutte contre le terrorisme. Et la déchéance de citoyenneté? Si on veut lutter, mais c'est la même chose. Enfin, je veux dire, donc vous, ce serait une mesure de substitution, mais qui, alors à ce moment-là, n'aurait plus aucun sens. Par contre, c'est une mesure, la déchéance de nationalité, qui est extrêmement dangereuse pour la conception qu'on a de la République. Lucas Arvounas, cette déchéance de la nationalité, c'est le cadeau empoisonné quand même. Ça passera ou ça passera pas? Ça passera. Ça passera et à l'Assemblée au mois de février et au mois de mars au Sénat. Et je pense que nous aurons largement les 3/5 en réunion du Congrès. Vous pensez que oui, excusez-moi, mais quand j'entends Pierre Laurent nous expliquer que ça ne sert à rien finalement pour lutter contre le terrorisme, mais pardonnez-moi, mais si les lois que nous votons contre le terrorisme devaient l'endiguer, on le saurait. Donc ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de son raisonnement. Mais de quoi nous parle-t-on? On est en train de parler de déchoir de leur nationalité des terroristes condamnés par des tribunaux pour des actes terroristes. On n'est pas en train d'opposer des Français binationaux, parce que Christian Estrosi, lui, il dit que ça pourrait s'appliquer à tout le monde, après tout. Non, nous parlons, et le discours du président de la République à Versailles, le 16 novembre, j'y étais, parle bien de ceux qui sont condamnés pour actes terroristes. Mais binationaux. Binationaux. Ouais. Vous ne craignez pas que ça s'enlise, ce débat? Écoutez, c'est le risque si la droite, et notamment au Sénat, avec Gérard Larcher, de ce qu'il a expliqué, il va essayer justement que le débat s'enlise. Et si c'est le cas, comment on s'en sort? Si c'est le cas, nous le verrons. En tous les cas, nous allons, et puis la force de conviction et de persuasion, on la connaît du Premier ministre Manuel Valls, fera que les débats à l'Assemblée et au Sénat puissent quand même arriver à avoir un vote. Et si ce n'est pas le cas, vous vous en sortez comment? Si ce n'est pas le cas, en tous les cas, il faudra qu'on se pose la question. Et je pense que moi, je ne suis pas pour que le débat s'enlise dans un agenda parlementaire jusqu'au mois de septembre-octobre. Peut-être qu'il serait nécessaire alors, si la droite rentrait dans ce jeu de politique politicienne sur un sujet aussi important. Alors il serait nécessaire de quoi? De faire peut-être un référendum. La question se pose aussi de rentrer directement en lien avec l'opinion publique qui est extrêmement favorable. La question se pose aussi de Christiane Taubira, la ministre de la Justice, qui a exprimé son opposition à ce projet de déchéance nationale. C'est Manuel Valls, du coup, qui va défendre le texte du gouvernement. C'est une situation inédite, gênante même, non? Non, la vie politique, elle change. Je ne vais pas vous faire la langue de bois. Moi, je suis pour tous les débats. Christiane Taubira, c'est une garde des Sceaux, on connaît ses qualités, on connaît aussi son franc-parler. Vous savez, il n'y a pas de raison qu'elle quitte dans l'opposition actuelle, quand on n'est pas d'accord, regardez NKM, on se fait décapiter de la direction de LR. Ici, on peut être un ministre qui émet ses convictions propres, mais qui est complètement légitime avec l'action du président. Vous ne demandez pas la démission de Christiane Taubira? Bien sûr que non. Au moment où on est en train d'essayer de faire l'unité nationale, vous voyez, un parlementaire socialiste allait demander la démission de qui? De Christiane Taubira? Pourquoi faire? Toute sa place est dans le gouvernement. L'unité nationale, l'unité à gauche maintenant, où on parle beaucoup de primaire à gauche pour choisir le candidat qui représenterait la gauche à la prochaine présidentielle. Parce que certains disent François Hollande ne peut pas être ce candidat. Est-ce que pour vous, François Hollande est le candidat naturel de la gauche? Bien sûr, il est le président de la République sortant. Sous la Ve République, le président sortant est le candidat légitime. Moi, je ne suis pas frileux sur ce débat des primaires. Vous savez, j'ai été le directeur de campagne en 2011 de Manuel Valls dans les premières primaires. Où d'ailleurs ceux vous le dites encore plus librement, c'est ça que ça veut dire. Ceux qui le réclament haut et fort aujourd'hui, Cécile Duflot, Emma Cosse, Pierre Laurent, sont ceux-là même qui nous ont dit non
il y a 4 ans. Et moi, je ne voudrais pas que ceux qui nous le demandent aujourd'hui nous le demandent finalement comme non pas des primaires, mais comme un référendum pour ou contre François Hollande. De la même manière que Thomas Piketty, qui est un intellectuel, qui lance un appel. Moi, je suis favorable à ce que les intellectuels nous envoient quel message finalement à nous, la gauche. Arrêtez de vous diviser. Mais il ne faudrait pas que ce message sous-tende un autre débat. Parce qu'on le voit bien, aujourd'hui, il y a un débat dans la gauche. Il y a une opposition à ce que nous essayons de porter, nous les sociodémocrates, et une gauche peut-être un peu plus celle du XXe siècle, qui essaye de porter des réformes qui ne fonctionnent plus. Donc il faut faire aussi attention, pour celles et ceux qui nous regardent, à ce qu'au travers de certains débats comme la primaire, cela ne cache pas autre chose. Et notamment contre le président de la République, François Hollande. On l'a compris. Merci Lucas Vounaz d'être venu sur ce plateau ce soir.